Le ravitaillement en vol est l'une des manœuvres les plus délicates et critiques de toute l'aviation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers et comprendre comment fonctionnent des avions comme le Boeing KC-46 Pegasus, l'un des ravitailleurs les plus modernes du monde et aussi l'un des plus controversés. Et ce que je veux surtout que nous voyions dans cette édition, c'est comment il fonctionne et quel type de système existe pour ravitailler d'autres aéronefs. Accompagnez-moi donc pour découvrir les détails de ce système. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Depuis les premières années de l'aviation militaire, le problème a toujours été le même, l'autonomie. Les avions pouvaient être rapides, maniables ou fortement armés, mais ils étaient toujours limités par le carburant. La solution a commencé à être explorée de façon expérimentale dans les années 20, mais c'est pendant la guerre froide que le ravitaillement en vol est devenu essentiel. Les bombardiers stratégiques, les chasseurs à long rayon d'action, les missions de patrouille, tous avaient besoin de rester en l'air pendant des heures, voire des jours. C'est ainsi que sont nés les avions ravitailleurs. Ce ne sont pas simplement des avions avec beaucoup de carburant, ce sont des plateformes spécialement conçues pour transférer du carburant en vol de manière sûre, précise et contrôlée dans des conditions qui sont souvent extrêmes. Et avec le temps, ce concept a évolué jusqu'à devenir un élément central de toute force aérienne moderne. Le principe de fonctionnement est simple, mais l'exécution est extrêmement complexe. Il existe aujourd'hui deux principaux types actuellement utilisés. Le système de perche rigide, qui est une structure télescopique contrôlée par un opérateur dans l'avion ravitailleur. Cet opérateur dirige la perche vers le réceptacle de l'avion receveur. Une fois connecté, le carburant s'écoule à très grande vitesse. Ce système est utilisé par l'USAF, c'est-à-dire l'armée de l'air des États-Unis, et permet des transferts rapides et efficaces. Il existe également le système de sonde et panier. Dans ce cas, l'avion ravitailleur déploie un tuyau flexible avec un panier à son extrémité. L'avion récepteur doit insérer sa sonde dans ce panier pour recevoir le carburant. C'est plus flexible, compatible avec plus d'aéronefs, mais aussi plus lent et exigeant pour le pilote de l'avion receveur. Les deux systèmes nécessitent quelque chose de fondamental, car les avions volent à quelques mètres de distance, en formation serrée et parfois à grande vitesse, et toute erreur peut être critique. Avant de comprendre des avions modernes comme le KC-46, il faut comprendre d'où il vient. Le Boeing KC-135 Stratotanker a été pendant des décennies la colonne vertébrale du ravitaillement aérien américain. Basé sur le Boeing 707, il est entré en service dans les années 50 et il vole encore aujourd'hui, ce qui témoigne de sa robustesse. Avec le temps, la nécessité d'un appareil plus grand, à capacité et portée accrue, s'est imposée. C'est là qu'apparaissent des avions comme le McDonnell Douglas KC-10 Extender, qui était basé sur le DC-10 commercial et combinait deux mondes. Il transportait de grandes quantités de carburant ainsi que du fret et du personnel. Cela en faisait une plateforme stratégique extrêmement polyvalente. Il pouvait décoller avec du carburant, ravitailler d'autres avions, puis poursuivre sa mission en tant que transport logistique. Cependant, il était grand, coûteux à exploiter et avait finalement besoin d'un remplaçant plus efficace. C'est là qu'entre en jeu le KC-46 Pegasus. Celui-ci est né en réponse à ce besoin, pour remplacer le KC-135 et compléter le KC-10 en incorporant une technologie moderne, une plus grande efficacité et une capacité multirôle. Il est basé sur le Boeing 767, une plateforme éprouvée, fiable et largement utilisée dans le monde civil. Mais ces systèmes étaient entièrement militarisés, conçus dès le départ pour opérer dans des environnements complexes avec de multiples rôles, parmi lesquels le ravitaillement en vol déjà mentionné, le transport de fret, l'évacuation médicale et le soutien stratégique. Son premier vol a eu lieu en 2015, mais son développement a rencontré de nombreux problèmes. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'utilisait pas de fenêtre arrière traditionnelle pour l'opérateur. À la place, il intégrait un RBS, ou Remote Vision System, un système de vision à distance. L'opérateur se trouve à une console et, en utilisant des caméras haute définition et des capteurs 3D, il contrôle la perche. Cela présente les avantages d'améliorer l'ergonomie, d'offrir une plus grande précision dans des conditions nocturnes et de réduire l'exposition physique, mais cela a aussi engendré de nombreux problèmes. Lors des premières phases, des problèmes de perception de la profondeur du système ont compliqué le contact avec l'avion récepteur. Ceci a été l'un des principaux points critiques du programme.
Mais cet aéronef ne se limitait pas seulement au système de perche. Il pouvait également fonctionner avec le système de ravitaillement par sonde et panier grâce à des nacelles sur les ailes ou une unité centrale. Cela lui permettait aussi de ravitailler tout avion de chasse de l'OTAN, avion naval ou hélicoptère. Cette flexibilité est cruciale pour les opérations conjointes, où chaque pays utilise des systèmes différents. Le KC-46 peut transporter plus de 90 tonnes de carburant, mais l'essentiel est aussi la manière dont il la distribue, pas seulement la quantité. Le système permet des transferts automatisés et contrôlés, une surveillance en temps réel et un ajustement dynamique du débit. Cela réduit les erreurs et améliore la sécurité pendant l'opération. Parmi les problèmes rencontrés lors du développement de cet aéronef, on peut citer les défaillances du système de vision à distance, les limitations de la perche avec certains avions, les retards de livraison et les coûts élevés. Boeing a absorbé des milliards de surcoûts en raison de ces inconvénients. Cependant, le programme continue d'avancer à ce jour et les améliorations continuent d'être mises en œuvre. Les premières tentatives historiques ont commencé en 1923, lorsque 2 biplans AIRC-ODH-4B de l'US Army ont démontré qu'il était possible de transférer du carburant d'un avion à un autre en plein vol à l'aide d'un simple tuyau. Mais le véritable bond sur le plan militaire est arrivé après la guerre, lorsque les États-Unis ont commencé à convertir des bombardiers B-29 en avions ravitailleurs, KB-29. Ceux-ci furent les premiers grands ravitailleurs militaires opérationnels. Certaines versions utilisaient des tuyaux, puis le système de perche rigide ou flying boom est apparu. À partir de là, le concept a mûri avec des avions comme le KC Stratofreighter et, plus tard, avec le KC-135 Stratotanker, qui inaugurait déjà l'ère moderne du ravitaillement en vol à réaction. Il est entré en service en 1957 et est rapidement devenu un élément fondamental de la stratégie nucléaire américaine. Il était basé sur le prototype du Boeing 367-80, le même développement qui donnerait naissance au célèbre 707. Ceux qui ont été fabriqués directement comme C-135 avaient un fuselage plus étroit et plus court que le 707 d'origine, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont reconvertis à partir de l'avion de passagers et c'est pourquoi ils ont la même longueur. Ici, je vous montre quelques images que j'ai prises au musée en périphérie de Bogota, en Colombie, afin que nous puissions nous rapprocher des détails du système de ravitaillement qu'a un KC-135. Le KC-135 a été le premier grand ravitailleur à réaction produit en série. Son arrivée a permis aux bombardiers stratégiques de l'US Air Force de rester en vol pendant des périodes beaucoup plus longues et d'atteindre pratiquement n'importe quel point de la planète sans avoir besoin d'atterrir. Avec une capacité de carburant supérieure à 90 tonnes et équipé de systèmes de perche rigides ou flying boom qui peuvent être changés, comme vous le voyez ici sur les images, il pouvait transférer du carburant à une vitesse bien supérieure au système précédent. Le plus surprenant, c'est qu'en dépit d'avoir effectué son premier vol il y a plus de 7 décennies, des centaines de KC-135 continuent d'opérer aujourd'hui grâce à des modernisations successives des moteurs, de l'avionique et des systèmes de mission. Et rares sont les aéronefs qui peuvent se vanter d'une carrière aussi longue et d'avoir soutenu pratiquement toutes les opérations aériennes américaines depuis la guerre froide jusqu'à nos jours. Il existe aussi des aéronefs comme l'Airbus A330 MRTT utilisés par des pays européens. D'ailleurs, déjà 17 pays ont passé des commandes fermes pour cet avion dérivé de l'Airbus A330-200. Il dispose également d'un double système, celui de ravitaillement par perche et aussi par panier. La Russie, de son côté, maintient une tradition différente héritée de l'Union soviétique. Son principal ravitailleur, l'Ilyushin Il-78, dérivé du transport lourd Il-76. Contrairement aux grands ravitailleurs occidentaux basés sur des avions commerciaux, le Il-78 est issu d'une plateforme militaire robuste conçue pour opérer depuis des pistes moins préparées et dans des conditions exigeantes. Il utilise principalement des nacelles de ravitaillement avec tuyaux et paniers, ce qui permet d'approvisionner des bombardiers, des chasseurs et des avions à long rayon d'action de conception soviétique ou russe. Il a également été exporté et utilisé par des pays comme l'Inde, la Chine, le Pakistan et l'Algérie. La Chine a également compris qu'elle ne pouvait pas devenir une puissance aérienne de portée mondiale sans avions ravitailleurs modernes.
Pendant des années, elle a dépendu de solutions limitées, comme les versions ravitailleuses du H-6, dérivées du bombardier soviétique Tusaïs et de quelques Il-78 achetés à la Russie. Mais le véritable saut en avant est arrivé avec le J-20, également connu sous le nom de J-20U, une variante ravitailleuse de transport stratégique de la société Xi'an. Cet avion marque un grand tournant pour l'armée de l'air chinoise, lui offrant la capacité de mener des opérations sur de plus longues distances, notamment dans le Pacifique occidental et les zones où la Chine doit projeter sa puissance au-delà de ses bases continentales. Il utilise également un système de tuyaux et de paniers avec une nacelle sous les ailes, conçu principalement pour ravitailler des chasseurs comme le J-10, le J-16 et probablement le J-20 dans des configurations compatibles. Un autre cas intéressant est l'Embraer KC-390 Millennium, développé par le Brésil. Ce n'est pas un ravitailleur lourd comme l'A330 MRTT ou le KC-46, mais un avion de transport militaire tactique moyen avec une capacité de ravitaillement. Il transporte des nacelles sous les ailes et transfère du carburant par flexible et panier. Cela lui permet d'agir comme un avion ravitailleur pour des chasseurs, des hélicoptères ou même d'autres KC-390. C'est très utile pour les forces aériennes qui n'ont pas besoin d'une énorme flotte stratégique, mais qui recherchent une plateforme flexible, moderne et plus économique à exploiter. Il existe également une multitude d'autres avions qui peuvent être adaptés pour le ravitaillement en vol. Des avions de transport militaire qui, sans être des ravitailleurs purs, peuvent être convertis à ce rôle. L'un des meilleurs exemples est l'Airbus A400M Atlas. Et un cas plus classique est celui des KC-130 Héraclès. Contrairement aux grands avions de ravitaillement stratégique, il est conçu pour opérer près du théâtre d'opération, à partir de pistes plus courtes ou moins préparées, et pour ravitailler à l'aide de systèmes également de tuyaux et de paniers. Et il existe d'autres aéronefs beaucoup plus petits. La marine des États-Unis utilise actuellement ce que l'on pourrait appeler des mini-citernes. Par exemple, le cas le plus connu est celui du FA-18E Super Hornet avec des réservoirs externes et une nacelle de ravitaillement utilisée par l'US Navy pour soutenir les opérations depuis les porte-avions. Dans cette même lignée apparaît par exemple le Boeing MQ-25 Stingray, un drone-citerne conçu pour opérer depuis des porte-avions. Le concept continue d'évoluer. Des systèmes autonomes de ravitaillement avec des drones et des améliorations des capteurs et de l'automatisation sont en cours d'exploration. Cela se fait afin que le processus soit plus sûr, plus efficace et moins dépendant du facteur humain. J'espère que cette édition de Monde de l'aviation vous a plu.